Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, et toujours dans le cadre d'enseignement à distance pendant le confinement, nous étions en train de traiter la dernière fois le chapitre 1, à savoir les chaînes de montagnes récentes et leurs relations avec la tectonique des plaques, exactement la partie 1 qui est les chaînes de subduction. Et donc, comme je vous ai dit la dernière fois, nous avons traité les caractéristiques des zones de subduction. Et donc, cette vidéo va concerner plus précisément l'origine du magma des zones de subduction. Je vous rappelle que les zones de subduction sont le siège d'un volcanisme explosif qui peut être très dangereux et ce volcanisme explosif se caractérise par un magma visqueux riche en eau et en silice. Le magma produit dans les zones de subduction entraîne la formation de deux catégories de roches magmatiques. Des roches magmatiques volcaniques refroidies en surface rapidement à structure microlithique comme l'andésite et des roches magmatiques plutoniques refroidies en profondeur lentement à structure grenue comme les granodiorites. Ces roches magmatiques, bien que de textures différentes, ont des compositions voisines et proviennent donc de même magma. Alors comment se forme ce magma et quelles roches fondent pour donner naissance au magma? Pour répondre à ces questions, on va étudier ce graphique. Vous avez la courbe pointillée ici qui représente le géotherme des zones de subduction. Le géotherme, c'est quoi? C'est l'évolution de la température des roches avec la profondeur. Ensuite, on a sur ce graphique cette courbe qui représente la courbe du solidus et du liquidus de la péridotite sèche. La péridotite, c'est une roche qui constitue le manteau. Vous avez ici cette courbe du solidus sec qui représente les conditions de température et de pression nécessaires pour avoir une péridotite entièrement solide. Et puis, si les conditions de pression et de température permettent à la péridotite de passer la courbe du solidus, et dans ce cas, on va avoir un mélange solide plus liquide, c'est-à-dire que la péridotite va subir une fusion partielle. Et enfin, si la péridotite passe la courbe du liquidus, dans ce cas, on a la péridotite qui est entièrement liquide. Ce qui nous intéresse, c'est cette limite qu'on appelle le solidus. Et ce qui est remarquable, c'est que le géotherme des zones de subduction ne traverse jamais le solidus sec. Ça veut dire que la température dans les zones de subduction ne permet pas à la péridotite de subir une fusion partielle et d'avoir un magma. Donc les péridotites doivent être hydratées pour pouvoir fondre. Pour une péridotite hydratée, on voit que le solidus a changé et on s'aperçoit que le géotherme des zones de subduction recoupe le solidus. Donc le solidus hydraté permet de faire fondre les péridotites à une température plus basse. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment expliquer l'origine de l'eau nécessaire à la fusion partielle de la péridotite du manteau. En effet, cette eau va provenir de la lithosphère océanique. Donc cette lithosphère océanique, lorsqu'elle s'éloigne de la dorsale, elle refroidit et s'hydrate. Et donc elle va lors de sa subduction se déshydrater. Et cette eau libérée passe dans le manteau de la plaque chevauchante, ce qui entraîne l'hydratation des péridotites et donc leur fusion partielle, et donner naissance à ce magma qui en remontant va soit refroidir lentement en profondeur et créer les granodiorites, soit remonter vers la surface et se refroidir pour former les andésites. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle nous avons traité l'origine du magma des zones de subduction.